bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Kyle Harper. Bonjour Kyle. Bonjour Gaston. Vous êtes américain et vous êtes en ligne depuis l'Oklahoma, donc je vous remercie d'avoir pris le temps pour répondre à notre invitation. Vous êtes historien, professeur au sein de l'Université de l'Oklahoma et vos recherches sont originales parce qu'elles mêlent l'histoire de l'environnement et du climat à celle des sociétés humaines. Votre avant-dernier livre a été traduit en français aux éditions de la Découverte sous le titre « Comment l'Empire s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome ». Je voulais commencer par dire un mot sur les circonstances de cet entretien. En effet, vous avez été invité par le Collège de France à occuper la chaire annuelle Avenir commun durable, à l'occasion de laquelle vous avez délivré une série de cours en public en février et mars de cette année 2024. Et au Collège de France, chaque chaire thématique débute par une leçon inaugurale qui fait l'objet d'une publication aux éditions du Collège de France. Donc c'est le livret qui sert de base à cet entretien. Et ma première question avant d'aborder le fond de vos recherches, c'est je comprends que vous avez passé plusieurs semaines en France. Comment s'est passé votre séjour dans la plus belle ville du monde, Paris? Oui, en fait, plusieurs mois. Évidemment, c'était extraordinaire. Sur le plan professionnel, c'était l'un des plus grands honneurs imaginables pour moi. Et cela a été extrêmement riche et productif pour moi, avec beaucoup de conversations stimulantes avec des collègues et le grand public. Mais c'était aussi quelque chose d'incroyable pour la famille, en tant que famille, parce que nous avons 4 jeunes enfants qui sont venus avec nous et sont scolarisés à Paris pendant 6 mois. C'était une expérience vraiment, vraiment incroyable pour nous. Kyle, je vais régulièrement au cours de l'entretien parler de l'Empire romain, parce que vous êtes un des grands spécialistes de cet empire, et ça permettra, par un exemple concret, d'aborder les thèmes transversaux de votre livre et de vos recherches. Commençons par l'an 51, où l'empereur Claude est confronté à des mauvaises récoltes cette année-là. En quoi cela constituait à l'époque un risque majeur pour la stabilité de l'empire? Oui, en fait, on pense normalement que dans cette année, rien se passe. Mais en fait, c'est pas du tout le cas parce que en ce moment-là, le peuple avait faim. Le populus Romani, le peuple de Rome, compte près d'1 million d'âmes dans la ville. C'était la première ville du monde à atteindre ce chiffre. Et en raison de mauvaises récoltes, les réserves de pain étaient insuffisantes. Et le grenier géant de la capitale de l'Empire était épuisé au point qu'il ne reste que quelques jours de nourriture. Et finalement, une foule en colère s'en prit à l'empereur Claude, les couvrant d'insultes et le bombardant de croûtes de pain. C'était presque une crise. Mais après, en plein hiver, l'empereur prend toutes les mesures nécessaires pour importer des céréales. Il offre des privilèges spéciaux aux commerçants qui acceptent de braver la mer pendant l'hiver. Et il fournit même une assurance publique contre d'éventuelles pertes financières. Et enfin, cette crise fut donc surmontée. Et en fin de compte, il a réussi à nourrir le peuple. Et pour nous, il semble que aucun incident n'ait eu lieu. Mais pour moi, ça c'est les choses très intéressantes. Il n'y avait pas une crise, mais quand même les conditions étaient favorables, les conditions étaient présentes. Mais finalement, il a réussi à éviter cette crise. Oui, vous montrez donc une crise évitée. On aurait pu aller à la grande catastrophe, mais finalement, les mesures qu'il prend permettent de faire face avec succès. Vous introduisez par là même le concept fondamental de résilience. Ce concept de résilience, on est un peu plus habitué à l'entendre dans le domaine de l'écologie. Quelle définition vous en donnez, notamment appliquée aux sciences humaines et à l'histoire? Oui, le mot résilience vient du mot latin resilio, qui signifie sauter en arrière. Et pour moi, la résilience devrait être définie comme la capacité d'un système à supporter ou à s'adapter
à une perturbation en maintenant sa structure et sa fonction de base face à un stress exogène. Le concept de résilience a été développé, comme vous l'avez dit, dans le domaine de l'écologie et puis appliqué dans le contexte de la théorie des systèmes socio-écologiques. Mais pour moi, l'intéressant, c'est que la notion de résilience en tant que terme dans le domaine de la recherche sociale n'a pas du tout une longue histoire. Si on cherche chez Marx, Weber, Durkheim, la résilience est une grande absence. C'est en fait très récent que nous intéresse dans l'idée d'un système qui peut s'adapter à une perturbation. Et on peut retracer le montée en puissance de ce concept dans le texte du GIEC. Le mot résilience est extrêmement rare dans le troisième et quatrième rapport de GIEC de 2001, 2007. Mais après, dans le plus récent, le cinquième, le sixième rapport, le mot résilience est absolument partout. Je pense qu'il a été utilisé quelques 4000 fois dans le dernier rapport. C'est vraiment extraordinaire. Vous précisez que le contraire de résilience, c'est la fragilité. Et donc je trouve que ce terme antagonique permet de bien cerner ce que la résilience recouvre, mais vous dites aussi que la résilience, ça n'est pas le seul déterminant des relations entre le climat et les sociétés humaines. Pour comprendre ces relations, il faut intégrer d'autres facteurs qui relèvent de modèles de systèmes plus complexes. De quoi s'agit-il? Oui, moi je dirais par exemple l'idée de risque composé et de risque contagieux. Risque composé, qu'est-ce que c'est? Le changement climatique dans le passé et le présent a la particularité de créer plusieurs problèmes à la fois et d'affecter des secteurs interconnectés d'une société. Par exemple, un ouragan qui provoque des inondations meurtrières, détruit le réseau électrique et empêche le déplacement des équipes d'intervention d'urgence. C'est un exemple assez simple, mais dans une manière plus générale, le changement climatique s'est avéré le plus difficile à gérer lorsqu'il touche plusieurs secteurs à la fois, politique, financier, militaire. Pour moi, en tant qu'historien, c'est cette idée de risque composé qui nous aide à comprendre comment est-ce que le changement climatique, de temps en temps, a des effets énormes sur l'histoire humaine. L'autre idée que j'ai évoquée, c'est le risque de contagion. Pour moi, il s'agit d'un sujet méconnu, en particulier dans la gestion de risque du changement climatique. Le mot contagieux n'apparaît pas dans le rapport d'évaluation du GIEC, mais le risque contagieux se propage à travers les réseaux. Les maladies contagieuses se propagent au sein des populations. Et le lien entre le changement climatique et les maladies infectieuses, c'est quelque chose de très intéressant. Nous avons vu précédemment l'exemple de l'empereur Claude. On connaît ces faits grâce aux historiens antiques, Tacite, Suétone et Dion Cassius, qui en donnent d'ailleurs une image plutôt négative. Mais vous ne vous limitez pas à l'étude de ces sources littéraires classiques. De quels autres moyens dispose l'historien du climat pour explorer les effets du climat sur l'homme? Oui, pour moi, c'est passionnant parce que voilà le problème. Ce n'est que à partir de plus ou moins 1600 environ que de scientifiques comme Galilée ont fabriqué des appareils capables de mesurer les variations de température. Les relevés instrumentaux, tels que le thermomètre, sur le climat ne sont pas assez anciens. Alors, comment connaître le temps qu'il faisait dans le passé? Leur réponse, pour moi, c'est passionnant, c'est des données indirectes. Ça, c'est les anneaux de croissance des arbres. Ils occupent une place de choix parmi les indicateurs climatiques les plus importants. En général, les changements dans la croissance annuelle reflétés dans la largeur de chaque anneau
nous renseignent sur les conditions environnementales que l'arbre a connues. Deuxièmement, le cœurate glaciaire. Ils nous fournissent également des informations complémentaires. Les carottes glaciaires sont des colonnes de glace extraites des glaciers. Elles reflètent les chutes de neige annuelles, compactées et préservées dans des couches remontant jusqu'à un passé très très lointain, préservant de minuscules bulles d'air. Et les plus anciennes carottes de glace remontent à des millions d'années. Et les carottes de glace conservent une trace de la chimie de l'atmosphère. Et l'histoire qu'elles nous racontent est celle de l'atmosphère. Et c'est grâce aux carottes de glace, par exemple, que nous disposons d'archives très détaillées des taux de CO2. Et après le dendrochronologie, le carotte de glace, nous nous tournons vers toute une série d'autres indicateurs. Le spéléothème sont des accrétions minérales dans les grottes, dont la chimie isotopique peut refléter les conditions climatiques. Les enregistrements polliniques récupérés dans les carottes lacustres racontent l'histoire de l'évolution de la couverture terrestre. Et pour moi, je suis un historien de Rome, et même au cours de les dernières décennies, le nombre, la qualité, la portée mondiale des données de référence sur le paléoclimat ont augmenté rapidement, comblant les lacunes, offrant une résolution plus fine et très souvent compliquant l'histoire. Restons sur cette étude de l'influence du climat sur l'Empire romain. Vous parlez de la notion d'optimum climatique romain, c'est-à-dire que des conditions climatiques favorables, optimales, étaient réunies pour participer à l'essor de l'Empire. De quelles conditions s'agit-il et comment est-ce qu'elles ont influencé le développement de l'Empire romain? Oui, pour commencer, qu'est-ce que l'optimum climatique romain? C'est pas du tout simple. Parce que nous vivons le Holocène, ça c'est le nom de notre époque géologique. Le Holocène se caractérise par la variabilité et le changement climatique à toutes les échelles de temps. Ces variations naturelles sont causées par celles de l'orbite terrestre, du rayonnement solaire et du volcanisme, surtout le volcanisme, conjugué des mécanismes de rétroaction complexes dans le système terrestre. Et l'optimum climatique romain est le nom informel donné à une période de l'histoire climatique de la fin de la Holocène. Le concept de l'optimum climatique romain, en fait, vient du monde scientifique. En d'autres termes, ce ne sont pas les historiens de la conquête romaine qui ont soupçonné que le système climatique jouait un rôle dans le contexte de l'expansion romaine. Et en fait, le club des historiens et archéologues a plutôt été lent à réagir, à essayer d'intégrer les données de la paléoclimatologie. L'optimum climatique romain était une phase d'activité solaire élevée et stable. Le soleil a été stable, a été généreux avec le Romain. Pendant une période exceptionnellement longue de quelques siècles, depuis la guerre punique jusqu'aux invasions lombardes, le soleil a fourni beaucoup d'énergie et il a été anormalement stable. Et en même temps, les Romains ont vécu une période anormalement calme dans l'histoire récente du volcanisme. Les grandes éruptions volcaniques, ils projettent du soufre dans la stratosphère qui se transforme en aérosol et reste dans le ciel pendant quelques années, diffusant l'irradiation solaire dans l'espace. Et cela se traduit généralement par un refroidissement qui est temporaire, mais souvent grave et déstabilisant. Et les éruptions majeures laissent des traces dans les couches de glace, les carottes de glace. Nous savons maintenant que les Romains semblent avoir eu une chance extraordinaire. La seule éruption majeure entre la fin de la République et le règne de Marc Aurèle s'est produite en 43 avant Jésus-Christ. C'est vraiment extraordinaire, la stabilité.
Dans cette même veine, si on accepte le fait que le climat a pu jouer un rôle dans le développement de l'Empire, est-ce qu'on peut aussi concevoir que le climat a participé à la chute de l'Empire? Parce que classiquement, on attribue de manière simpliste la fin de l'Empire romain aux invasions barbares du IVe et Ve siècle, mais il s'agit sans doute de dynamiques beaucoup plus complexes, sur du plus long terme. Est-ce que le climat a joué un rôle, selon vous, dans la chute de l'Empire romain? Oui, 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 évidemment, c'est très discuté en ce moment parce que nous disposons des données nos ancêtres n'avaient pas. Mais maintenant, c'est beaucoup discuté. Et moi, je dirais que oui, c'est évident qu'il faut intégrer les nouvelles données dans une explication, des hypothèses plus complexes. Et comment on peut le démontrer ça? Pour moi, il faut essayer de préciser les données que nous disposons parce qu'il faut comprendre que le climat, c'est très complexe et l'important, c'est de préciser les effets régionaux et de préciser le lien, le mécanisme entre le système terrestre et les sociétés humaines. Normalement, c'est l'agriculture, c'est le système alimentaire qui existe entre le nature, le système terrestre, et la société humaine, le politique. Mais il faut comprendre que c'est toujours le lien, c'est le système complexe. L'Empire romain, enfin les temps antiques, comme le Moyen Âge, sont caractérisés par des sociétés humaines qui sont agricoles. Et vous montrez bien donc que les perturbations climatiques jouent sur la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire qui est un pilier de l'organisation sociale. Et on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui dans nos sociétés industrialisées, mais la faim a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. Et un des exemples que vous donnez, c'est celui du petit âge glaciaire qui a touché l'Europe à partir du XVIIe siècle et qui a été responsable de grandes famines. Donc, comment est-ce que les hommes ont activé la résilience pour réduire les risques ces derniers siècles? Ouais. Le siècle du petit âge glaciaire, en particulier sa période la plus intense, le XVIIe siècle, ont constitué une charnière dans l'histoire. Le monde moderne, notre monde, est né au beau milieu de défis posés par les conditions climatiques terribles de l'époque. Pendant le petit âge glaciaire, le changement climatique a été l'une des premières causes de catastrophes mondiales. C'est le cas des grandes famines de l'histoire de la Chine, mais aussi en Europe. Mais c'est pas exclusivement une histoire de crise. On peut évoquer l'exemple de Pays-Bas. L'histoire des habitants de cette région au cours du petit âge glaciaire est inspirant. Un historien, un collègue à Georgetown, Dagomar de Groot, nous ont donné la preuve dans un ouvrage, Frigid Golden Age, un livre qui a été publié il y a quelques années. Mais c'est déjà un grand classique de l'histoire du climat et de la société. Ce qu'il nous montre, c'est que la résilience est née de l'ingéniosité et la solidarité. C'est l'innovation et la solidarité. Et c'est un cas où les habitants de Pays-Bas, en fait, ont fait face à une crise qui a détruit beaucoup d'autres sociétés. C'était l'innovation technologique et l'adaptation sociale. Ils avaient un esprit de solidarité à faire face à un défi énorme. Ce qu'on peut dire aussi par là, c'est que la faim n'est pas liée seulement aux conditions environnementales défavorables, mais il y a aussi un rôle du politique là-dedans pour prévenir ces catastrophes, hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut aussi faire un lien entre le climat et les famines et les maladies infectieuses? C'est aussi une partie de votre réflexion. Est-ce que les grandes pestes, notamment celle de Cyprien au IIIe siècle, celle de Justinien au VIe, VIIIe, et puis la peste noire à partir du XIVe siècle, est-ce qu'elles surviennent aussi plus particulièrement à des moments où les sociétés sont exposées à des aléas climatiques? Oui. Pour moi, c'est évident
qu'il y a un lien entre le changement climatique, la perturbation environnementale et les maladies infectieuses. Mais c'est beaucoup plus difficile à préciser exactement comment ils sont liés. Le changement climatique influence le profil de maladies infectieuses, des épidémies, à travers des canaux divers. L'évolution et la biologie des agents pathogènes, l'écologie des hôtes et des vecteurs, des rongeurs, par exemple, et aussi les sociétés humaines. Le climat affecte les sociétés humaines et leur vulnérabilité aux infections. Mais il faut dire que la nature exacte des liens entre le climat et les maladies infectieuses c'est pas compris avec une grande certitude. Mais dans le passé, j'ai changé d'avis à travers les années parce que il y a 10 ans, c'était pas du tout si évident, mais maintenant c'est évident que il y a ce lien. C'est une question très ouverte et je pense que dans les 10 ans à venir, on va comprendre beaucoup mieux la question comment est-ce que le changement climatique a provoqué des épidémies, des crises sanitaires. Je rebondis là sur ce que vous venez de dire, le changement climatique, Kyle Harper, et je reviens sur ce que vous avez dit précédemment. Vous avez dit que le temps géologique que nous vivons s'appelle l'Holocène, que c'est une période qui est plutôt chaude, entre peut-être 2 périodes glaciaires, et vous avez dit que ces changements de température étaient naturels et étaient incessants, avec des épisodes de refroidissement, des épisodes de chaleur. Dans ce cas, pour être un peu provocateur, comment est-ce qu'on peut affirmer que l'activité humaine actuelle est responsable du réchauffement climatique? Oui, c'est le cas que le changement climatique est naturel. Mais c'est pas du tout la même chose de dire que le réchauffement actuel est naturel. C'est pas du tout le cas. Au contraire, pendant quelques siècles, les sociétés humaines ont mis beaucoup de gaz de effet de serre dans l'atmosphère. C'est depuis les années 1850 que on a compris que le CO2 absorbe la radiation et piège la chaleur. C'est le scientifique du 19e siècle qui ont déjà reconnu le fait. Après, c'était en fait le fin du 19e siècle, les années 1890, que le scientifique suédois Svante Arrhenius a proposé que si l'homme brûlait des combustibles fossiles, cela pourrait réchauffer la planète. Alors, la science, c'est assez clair, mais la question, c'est de comprendre le réchauffement climatique. La question est la variation naturelle. Normalement, c'est 1 degré, c'est 2 degrés. Et la paléoclimatologie nous donne une perspective, au sens que 2 degrés, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et après ça, c'est presque inconnu. En particulier dans le cadre de l'histoire humaine, c'est complètement inconnu. Est-ce que ça veut dire quand même qu'on peut se servir des enseignements des siècles passés, de la gestion des précédentes crises et catastrophes climatiques pour essayer de lutter contre les dangers liés à la crise actuelle? Oui, pour moi, je suis d'avis que il faut avoir l'innovation et la solidarité. Il faut avoir la science et la technologie. Ils sont primordiales pour toute solution réaliste à notre situation. Et si je suis optimiste, c'est grâce à l'ingéniosité humaine, mais en même temps, je suis également d'avis que l'innovation n'est pas suffisante et qu'elle ne nous sauvera peut-être pas à court terme. Rien ne garantit que le rythme de découverte dont nous avons bénéficié au cours des dernières décennies puisse se poursuivre. Le technosolutionnisme, pour moi, est dangereux s'il nous incite à croire que tout ira bien, que nous pouvons aller sur Mars. Ce n'est peut-être pas le cas. L'arrivée de l'anthropocène est donc le plus grand défi social auquel notre espèce n'a jamais été confrontée
un défi dont l'ampleur est mondiale et qui exige une solidarité mondiale, telle que l'on puisse enfin dépasser le clivage du passé. Je pense que l'histoire nous rappelle à quel point nous avons une marge de liberté de choisir, de décider ce que nous valorisons, le futur que nous voulons. J'ai une dernière question, Karel, c'est sur votre dernier livre, parce que j'ai dit en introduction que votre avant-dernier était traduit aux éditions de la Découverte. Le dernier que vous avez publié il y a 2-3 ans, qui correspondait à l'épidémie de Covid, justement s'intéressait aux maladies infectieuses. Il s'appelle Plagues Upon Earth, Disease and the Course of Human History. Plagues, ce sont les fléaux. Et donc, il aborde plus particulièrement les relations entre les maladies infectieuses et l'homme. C'est paru en anglais au Princeton University Press. Est-ce qu'une traduction en français est prévue? Malheureusement, non. Le livre est trop long, c'est très long. et le prix de la traduction est exorbitant. Alors, c'est dommage. Il faudra le lire en version originale. Ouais. En tout cas, votre dernière publication, elle, est bien disponible en français. C'est la transcription de la leçon inaugurale que vous avez donnée au Collège de France. Ça s'intitule « Changement climatique et dynamique sociale, du passé profond à l'avenir incertain ». C'est aux éditions du Collège de France. C'est disponible en librairie, également sur le site internet du Collège de France. Et je signale aussi que les conférences du cycle que vous avez animées sont elles aussi disponibles au Collège de France sur la chaîne YouTube pour un panorama beaucoup plus complet et beaucoup plus détaillé de ce que vous avez fait, mais également des invités que vous avez reçus dans le cadre des séminaires associés. Merci beaucoup, Karel Harper. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.